Bonsoir à tous. Parfait. Donc, pour le PDF, j'ai juste à... des touches directionnelles. Ok, super. Super. Bah, écoutez, merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à ceux qui sont là en présentiel. Alors, je reconnais certaines personnes et je me doute que pour ces personnes qui sont déjà passionnées de numismatique mérovingienne, le nom de Ponton d'Amécourt est un nom fort connu. Même pour les autres numismates qui traitent d'autres sujets, c'est un nom qui doit aussi vous parler. Ce soir, au-delà de vous présenter un homme et un numismate, on va aussi et surtout vous présenter un siècle, le 19e siècle, qui a vu tant de grands numismates poser les bases de notre passion. Et donc, Monsieur le vicomte Gustave de Ponton d'Amécourt en est l'exemple certainement le plus flagrant. Un homme qui, à la fois, s'intéressait à l'ingénierie, à l'aérospatiale, à l'archéologie, à la numismatique. Il avait cet avantage que nous n'avons pas, c'est d'avoir le temps et les moyens. Donc, pour organiser un tant soit peu notre propos, les touches directionnelles, dites-moi, pour pouvoir passer à la slide suivante. Ah, oh, pardon. Non, mais c'est un PDF, donc ça défile. C'est pas c'est pas comme un slide. Il faut juste avancer le curseur sur le côté. Ok. Ah oui, mais alors il va falloir pouvoir, ouais, très bien. Y a-t-il une possibilité de le mettre en grand écran? Je pense. On fait les derniers réglages pour pouvoir être tranquille. Lapin, je suis en vidéoconférence. Oui, alors on va essayer de trouver aussi la salle d'attente pour accepter les dernières personnes. Bah si, il y a Marie-Laure Le Brasilex, si tu veux la voir. Ensuite, c'est simplement avec le clavier. Jean-Pierre, ton micro est ouvert. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Donc on va pouvoir remonter vite fait. Et donc sur la salle d'attente, où est-ce? Ici. Participants. Mettre. Très bien. Donc si jamais je m'adresse à la salle, si jamais vous voyez d'autres personnes en liste d'attente, vous n'hésitez pas à m'en tenir informé. Donc, puisqu'on est là pour présenter un personnage et non pas un monnayage en particulier, je ne vais pas pouvoir me soustraire à l'exercice qui va être d'une part de présenter l'homme, ensuite ce que j'ai appelé son œuvre, parce que je suis absolument fanatique de Monsieur le Vicomte de Ponton d'Amécourt, et ensuite, bien entendu, en dernière partie, son héritage. Alors, hop, je vais cliquer, ça ira très bien. Donc, on va commencer par présenter l'homme. Donc, le vicomte de Ponton d'Amécourt a vu le jour, c'était le 16 août 1825 à Paris, et il fit ses études à l'institution de Vaugirard, où étaient bon nombre d'autres numismates qu'on pourrait avoir l'occasion de rencontrer dans d'autres conférences. C'est au cours de sa prime jeunesse, alors qu'il était encore étudiant au Collège de l'Immaculée Conception, qu'une lecture en particulier va un petit peu changer sa vie, et par là même la nôtre, qui est sa lecture de l'Histoire des Francs de Grégoire de Tours. Un ouvrage que je vous conseille bien entendu, puisqu'il pose réellement les bases de la matière qui nous intéresse. C'est à la lecture de cet ouvrage, donc, et lié à son tempérament un petit peu aventureux, qu'il va s'apercevoir des manques qui existent dans l'histoire, dans notre connaissance, dans notre perception de l'histoire à cette époque, et donc que va naître réellement sa volonté de se tourner vers l'archéologie et vers la numismatique mérovingienne en particulier. Comme tous les hommes de cette époque, il prit donc femme et il eut deux enfants, Marie et Henri. Ils vécurent au château de Trilleport, en Seine-et-Marne. Et donc, ce département, on le verra par la suite, marquera longtemps et ses analyses et ses recherches et l'entièreté de sa vie, puisqu'il est vécu jusqu'à la fin.
Je passe à dessein très rapidement sur sa famille, puisque ce n'est pas réellement ce qui nous intéresse ici, ainsi que sur sa jeunesse. Voilà, le plus important à retenir étant bien entendu sa découverte de Grégoire de Tours et de son histoire des Francs. En ce qui concerne l'œuvre de Gustave de Ponton-d'Amécourt, on peut dire qu'il eut trois grandes passions dans sa vie. D'une part, l'aéronautique, d'autre part, l'archéologie et enfin, la numismatique. Donc, il y a un aspect de sa vie qui est très connu des amateurs d'aéronautique et qui l'est un petit peu moins de la part des numismates, qui est sa passion pour l'aéronautique et donc pour toutes les nouveautés qui pouvaient avoir lieu au XIXe siècle en la matière. Donc, il s'intéressa à la conquête de l'air et il était très lié à Nadar, qui était un aérostier notoire. Cependant, Gustave de Ponton-d'Amécourt se démarque un tout petit peu puisqu'il était partisan du plus lourd que l'air, là où à l'époque la mode était plutôt au ballon et donc au plus léger que l'air. Il a créé une société d'encouragement pour la locomotion aérienne au moyen d'appareils plus lourds que l'air. À l'époque, vous aviez Clément Ader qui voyait en l'aile la solution et Ponton-d'Amécourt qui croyait en l'hélice et à la giravitation, comme il disait. Sur la slide que je vous présente, vous le voyez photographié par son ami Nadar sur la gauche, en compagnie de sa chère hélice. Aujourd'hui, l'un de ces prototypes est conservé au musée de l'air de Paris, pour information. À partir des années 1860, il fabriqua des maquettes en aluminium à ressort de montre ou à vapeur qui étaient très prometteuses et qui obtenaient quelques allègements. Une d'entre elles donc est conservée au musée de l'air et de l'espace et il a fait breveter en France et en Angleterre un hélicoptère à vapeur qui malheureusement ne verra jamais le jour. Il était de ces hommes du 19e donc qui étaient notamment très liés à Jules Verne. Et Jules Verne se serait inspiré de ses travaux pour créer l'Albatros, qui est le vaisseau du roman Robur le Conquérant. Donc, c'est à mettre à son crédit. Au-delà de la numismatique et de son attrait pour l'histoire et l'archéologie, il trouvait quand même le temps de développer les moyens de locomotion, je dirais, de demain. Et donc, c'est plutôt un très grand honneur d'avoir été repris dans Jules Verne, même si à l'époque, ça ne devait pas être aussi prégnant qu'aujourd'hui. Jules Verne le cite dans son ouvrage en tête d'une liste des partisans de l'aviation. Et il lui rend un hommage extrêmement appuyé. Donc voilà, ce vaisseau de Robur le Conquérant que vous pouvez voir est tout à fait basé sur les prototypes de Ponton-d'Amécourt. On attribue d'ailleurs à monsieur le vicomte de Ponton-d'Amécourt la paternité de deux mots que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le mot aviateur et le mot hélicoptère. Ce serait lui le premier à avoir inventé ces deux mots en 1861. Donc, au-delà de son aspect, de son attrait pour la numismatique, je pensais intéressant et important de vous rappeler aussi ses autres compétences dans d'autres domaines. Bien entendu, je vais passer aussi relativement rapidement puisqu'on est intéressé par d'autres sujets, notamment, puisqu'on s'en rapproche, l'archéologie. On a appelé le 19e siècle le siècle de l'histoire. Les conditions politiques, l'influence de Chateaubriand et des romantiques, puis celle de Michelet, ont contribué à développer ce goût parmi les jeunes générations. Dès 1830, Guillot recommandait la création des sociétés savantes. Mais c'est surtout aux alentours de 1860 que se forment un peu partout des associations au sein desquelles l'étude du passé s'allie avec celle de la littérature ou des arts. La Seine-et-Marne, en particulier, compte nombre d'amateurs d'histoire, mais il reste isolé. C'est le marquis de Pontécoulant qui a l'idée de les réunir pour la première fois. Plusieurs scientifiques, plusieurs amateurs d'histoire répondent à son appel, dont bien entendu monsieur de Ponton-d'Amécourt. Ainsi, en 1864 sera fondée la Société d'archéologie, sciences, lettres et arts du département de Seine-et-Marne. Cette société avait 5 sections locales et M. de Ponton-d'Amécourt représenta bien entendu celle de Meaux, puisque le village de Trilleport dont je vous parlais est sur le canton de Meaux. C'est à lui que fut confié le soin de rédiger le compte-rendu de la première excursion archéologique qui a réuni les membres de cette nouvelle société. C'était le 18 septembre 1864.
Le compte-rendu de cette première excursion est disponible, vous le trouvez sans difficulté sur Internet, puisque la quasi-totalité de ces bulletins des sociétés d'archéologie ont été numérisés. Je vous en livre simplement quelques mots rédigés par de Ponton d'Amécourt, qui décrivent à merveille la première rencontre de ces hommes passionnés d'archéologie. La plupart de ces hommes se voyaient pour la première fois, et pourtant ils se reconnurent. Ils étaient 21, ils semblaient avoir un mot de ralliement. À peine ce mot était-il échangé qu'ils n'étaient plus étrangers les uns aux autres, ils étaient amis, ils étaient frères. Et, chose extraordinaire, ce n'était ni l'appât du gain, ni la passion politique qui les rapprochait. Quel lien mystérieux pouvait donc les unir? Les uns étaient encore jeunes, les autres ne l'étaient plus. Plusieurs étaient connus, illustres même, d'autres presque sans nom. Il y avait là un maître d'école et un membre de l'Institut. On voyait le fils du sénateur et père de France presser cordialement la main du fils du laboureur. Le lien qui les unissait tous, l'archéologie. Je me permets une petite digression. La première fois que je suis venu à des conférences numismatiques, c'est un petit peu ce sentiment que j'ai ressenti. Il y avait des gens que j'admirais et dont j'avais lu la totalité des articles, et il y avait des jeunes comme moi qui n'étaient pas connus. Et donc voilà, je me permettais cette petite citation de manière à remettre en contexte. Il continue, certes, c'était bien le cachet de notre époque, ce fraternel niveau qui passait sur des situations si différentes. Avoir ces physionomies empreintes d'intelligence et de bonté, ce facile et cordial accueil réciproque, on se sentait bien en pleine France et en plein 19e siècle. Et pourtant, quand on prêtait l'oreille aux conversations animées des 21 voyageurs, on était étonné d'apprendre qu'ils professaient une espèce de culte pour les objets que le progrès moderne a mis au rebut, pour toutes les défrogues du temps passé, cortège poudreux des générations éteintes, armes rouillées, panneaux vermoulus, statues mutilées, inscriptions rongées, haches de silex, vieux tessons et vieux blasons. De mon point de vue, aux yeux du public, qu'il soit d'hier ou d'aujourd'hui, les amateurs d'histoire sont et seront toujours des originaux. Et le rapporteur, en l'espèce le vicomte de Ponton d'Amécourt, il y a déjà plus de 100 ans, ne s'y trompait pas et rapportait déjà la même chose. Et l'on se disait presque de quel temps sont-ils ces chevaliers errants qui parlent de conquérir des donjons démolis? Qui sont-ils ces poursuivants de toutes choses délaissées qui s'en vont payer en bonnes espèces les monnaies décriées depuis plusieurs siècles? Sont-ce des insensés, des courtisans, des grandeurs déchues, adorateurs des beautés répudiées, collectionneurs de toute épave? Son amour pour l'archéologie, bien entendu, le pousse et le poussera toujours à continuer ses collections numismatiques dont nous parlerons juste après. Pour donc tous ceux qui le désirent, vous pouvez lire l'entièreté du compte-rendu un petit peu poétique dont je viens de vous livrer quelques passages, qui a été publié en 1865. J'attire toutefois toute votre attention sur la conclusion de cette première excursion, rédigée par le Ponton d'Amécourt. Au-delà de la préservation du patrimoine de leur département, les membres fondateurs de cette société archéologique conclurent de leur première journée que leur mission ne consistait pas simplement à protéger le patrimoine, mais aussi à éduquer la jeune génération au goût, c'est-à-dire à lui faire connaître, à lui transmettre cet amour du passé. 2 ans plus tard, en 1866, 2 ans après la création, il deviendra président de cette société d'archéologie de Seine-et-Marne et ouvrira même, et c'est suffisamment rare pour être soulevé pour l'époque, il ouvrira les portes de cette société aux femmes en déclarant, et il faut le replacer dans le contexte, il faut encourager la femme dans ses études, exciter son émulation. Je crois, sauf erreur de ma part, que c'était la première société à avoir accepté les femmes en son sein. Gustave de Ponton d'Amécourt, de par son amour pour l'archéologie, se battit bec et ongle pour la préservation des arènes romaines de Paris, qui ont été redécouvertes à la fin de l'année 1869. Au titre de sa présidence de la Société française de numismatique, dont nous reparlerons un petit peu plus tard, il a ouvert une souscription publique qui a permis de réunir des fonds pour préserver ces vestiges. Il a lancé un appel aux 200 sociétés archéologiques de France et aux 2500 amis de l'Antiquité avec lesquels cette société, c'est-à-dire la Société française de numismatique, correspondait à l'époque. Et ils ont levé plus de 200 000 francs
pour préserver ces vestiges. Ils emporteront la victoire, soutenus notamment par messieurs Victor Duruy et Victor Hugo, entre autres. Pour tous ceux qui seront de passage à Paris, je vous engage bien entendu à aller voir les arènes qui sont un petit peu, en partie grâce à de Ponton-d'Amécourt, toujours visibles et toujours préservées. On en vient vraiment à ce qui va être le cœur de notre sujet, c'est-à-dire la numismatique. Gustave de Ponton-d'Amécourt et la numismatique, de mon point de vue, ne font qu'un. Il est à la fois le fondateur, l'un des fondateurs et le premier président de la Société française de numismatique, mais aussi le père fondateur de la recherche en matière de numismatique mérovingienne. De manière un petit peu surprenante, son premier article porta sur une monnaie gauloise. Donc, je vous livre cet article ici. Vous le retrouvez bien entendu dans les archives de la revue numismatique. Dès son siècle, dès le 19e siècle, le nom de Ponton-d'Amécourt figurait déjà dans les dictionnaires encyclopédiques. Je ne vois pas d'autres preuves à apporter de son importance dans le domaine numismatique. En tout, ce sont plus d'une centaine de publications du vicomte de Ponton-d'Amécourt que l'on dénombre. Et je n'ai pas encore tout épluché, je n'ai pas encore tout retrouvé, mais j'en discutais avec Philippe Chesser tout à l'heure. Je n'hésiterai pas à faire appel à ta bibliothèque pour réussir à tous les retrouver. Donc, son acte fondateur, j'accepte au fur et à mesure les nouveaux arrivants et je leur souhaite la bienvenue. Donc, l'acte fondateur du vicomte de Ponton-d'Amécourt, c'est ce premier article qui traite d'une monnaie gauloise. C'est une lettre à monsieur de la Saussée qui a été écrite et publiée dans la revue numismatique de 1853. Ce premier article sera accueilli très favorablement et poussera de Ponton-d'Amécourt à continuer. À l'époque, il n'a que 28 ans. Il continuera tout au long de sa vie à acquérir des monnaies de diverses provenances. Il y a notamment une acquisition qui avait fait beaucoup parler à l'époque, puisqu'il avait acquis une trouvaille de monnaie carolingienne qui avait été réalisée à Infy dans la Nièvre. Cette trouvaille était composée de 63 deniers de Pépin, 4 de Carloman, 32 de Charlemagne, qui étaient à l'époque pour la plupart inédits. Et monsieur de Lomperrier, que tous les amateurs de numismatique connaissent, s'en est réjoui et il en a rendu compte en 1858 dans les pages de la revue numismatique. À la différence de beaucoup des numismates du XIXe siècle, Gustave de Ponton-d'Amécourt ouvre volontiers son médaillier à ses amis et à ses collègues. Sa collection, au fur et à mesure du temps, va commencer à être extrêmement renommée. Et Deloche, qui prépare un ouvrage sur les monnaies mérovingiennes du Limousin, ou de Barthélemy, par exemple, font appel à lui. Peu de savants s'aventurent à l'assaut de la numismatique mérovingienne. Il faut dire qu'elle est frustre, peu avenante, complexe d'approche, complexe d'analyse. Il se rend compte que voilà bien un défi pour lui. Dans ce cadre, il a l'idée de la création d'une société française de numismatique. Mais elle n'est pas nouvelle, cette idée. Monsieur Isambert y avait déjà songé en 1836, sans que ses efforts ne puissent aboutir. De telles sociétés voient le jour partout en Europe, en Angleterre, en Belgique, en Prusse, en Autriche. Celle de Saint-Pétersbourg est même co-créée par un Français, monsieur Sabatier. La France ne peut pas et ne doit pas rester en retrait. En 1864, M. de Ponton-d'Amécourt, Colton et Roman décident de proposer un regroupement des savants et ils recueillent des adhésions. En avril 1865, aidé de M. Lecomte, la SFN est donc créée. Ponton-d'Amécourt en sera le premier président. L'annuaire de l'année 1866 signale 63 membres titulaires, 106 membres correspondants et 25 sociétés correspondantes. C'est une véritable réussite. Dès 1866, le bulletin de la Société publie des travaux importants de son président, notamment Excursion numismatique dans la Bourgogne du 7e siècle sur les frontières de l'Austrasie, dont le mois dernier, nous avons encore pu discuter avec un ami numismate qui se trouve dans la salle. Et la revue va aussi publier sa bibliothèque générale des monnaies mérovingiennes, pour prendre deux exemples.
La Société française de numismatique, sous son impulsion, va prendre de l'ampleur. Et ce sont 8 sections nouvelles qui vont être créées en 1867. D'une part, une section de sigillographie et d'art héraldique, une d'épigraphie, une de philologie, une de géographie historique, une d'ethnographie, une autre d'histoire de l'art, une d'art céramique et enfin une sur la bibliographie. Plein de nouvelles idées, Ponton d'Amécourt réunit ses compères chaque quinzaine. Il pousse chacun à présenter ses collections, aussi éloignées de la numismatique soit-elle. Il leur propose de les présenter au public dans les locaux même de la Société française de numismatique. Il propose aussi la création d'une collection de fausses monnaies, de manière à pouvoir les comparer aux vraies. Tout cela était relativement novateur pour l'époque. L'impulsion qu'il donne à la Société française de numismatique sera telle qu'on va arriver à un nombre, alors je ne l'ai plus sous les yeux, mais à un nombre de membres relativement important. Et ce bel élan sera malheureusement coupé par la guerre de 1870, la guerre franco-prussienne de 1870. En attendant d'arriver à la guerre de 70, nous avons l'épisode de l'exposition universelle. En 1867, nous avons l'exposition universelle. Et la numismatique sera malheureusement le parent pauvre de cette exposition. La SFN ne pourra exposer une collection collective comme elle le désirait. Seuls les membres qui l'ont désiré, ont pu participer, mais à titre individuel. Monsieur le vicomte de Ponton d'Amécourt ouvrit son médaillier une fois de plus et présenta ses plus grands trésors. Des monnaies gauloises, 1400 triens et deniers mérovingiens, 74 deniers des 3 premiers rois carolingiens, 29 monnaies royales en or du Moyen-Âge et 22 de la Renaissance, mais aussi 260 monnaies d'or des empereurs romains de Pompée à la fin de l'Empire d'Orient, etc., etc. C'est la grande époque de la société. Voilà, on arrive à 700 membres. Messieurs de Rouget, de Saulcy, de Presles, Waddington notamment, lui réservaient la primeur de leurs travaux. À cette époque, juste avant la guerre franco-prussienne, un certain Heinrich Schliemann, fraîchement arrivé à Paris, se liait d'amitié avec Gustave. Et lorsqu'il partit à la recherche de la mythique Troie, il entretient une correspondance abondante avec son ami, lui aussi passionné d'archéologie. Ponton d'Amécourt put d'ailleurs dire de lui, ouvrez les guillemets, Heinrich Schliemann est devenu français par ses goûts et ses amitiés. L'amitié qui unit les deux hommes poussa Heinrich Schliemann plus loin encore dans les recherches qu'il était en train de mener, et donc il redécouvrit la cité antique de Troie et celle de Mycène, je crois. La guerre de 70 porta, comme je le disais, un grand coup à l'ascension de la Société française de numismatique. Je vous ai sélectionné une petite image qui est une image du pont sur la Marne de la ville de Trilleport, dont M. de Ponton d'Amécourt était maire à l'époque. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, à l'époque, l'éducation de ses enfants était confiée à une Anglaise et à une Allemande. Lorsque les Prussiens sont arrivés à Trilleport, M. de Ponton d'Amécourt s'est vigoureusement opposé au pillage qui avait lieu, jusqu'à ce que les Allemands l'alignent sur le bord du pont avec le curé, je crois que c'est un adjoint au maire, et seule l'intervention de la gouvernante allemande qu'il embauchait depuis des années en discutant avec l'officier prussien qui était là, leur permit de garder la vie sauve et de ne pas être fusillés comme le désiraient les soldats. Donc, voilà, je vous ai mis une petite illustration du pont de Trilleport à l'époque. Donc, cette guerre porta un grand coup à la SFN et M. de Ponton d'Amécourt s'est beaucoup battu dans l'immédiate après-guerre pour que la SFN puisse survivre et puisse essayer de retrouver son lustre d'avant-guerre. Son ami, M. de Belfort, écrira à ce sujet « L'édifice si rapidement construit s'écroulait, presque jusqu'à sa base. Après l'abondance, la disette. Notre cher président ne se laissa pas abattre. Presque seul, il lutta vigoureusement contre la tempête.
Dans les années qui suivirent, M. de Ponton-d'Amécourt continua sans relâche son travail au service de la Société française de numismatique. Émile Caron, qu'on connaît aussi, dira d'ailleurs « Faire l'historique de notre société, c'est encore faire la biographie de d'Amécourt. » Son aura était telle qu'il a parfois du mal à avancer ses recherches personnelles, notamment sur la numismatique mérovingienne, tant sa compagnie était recherchée. Il lui est même arrivé de devoir se cacher dans des petites pièces des locaux de la SFN de manière à ne pas être dérangé par les personnes qui se présentaient à lui pour lui demander conseil, assistance et lecture de monnaie. On en arrive à ma partie préférée, bien entendu, la numismatique mérovingienne. Ponton-d'Amécourt, donc là je vous ai juste mis une illustration d'une monnaie qui semble venir de sa collection avec, et rendons à César ce qui lui appartient, le petit commentaire bien entendu de CGB puisque c'est une monnaie qui a été présentée sur leur site. Ponton-d'Amécourt a fait un travail colossal en matière de numismatique mérovingienne et le seul reproche que l'on pourrait peut-être lui faire, c'est qu'il s'est engagé quelquefois un petit peu légèrement pour attribuer une pièce à un monétaire. Il avait toujours cette volonté de pouvoir remettre des monnaies sur des noms qui ont retenu son attention dans l'ouvrage de Grégoire de Tours, dans l'histoire des Francs. Néanmoins, à chaque fois qu'il pouvait commettre une erreur, il la reconnaissait honnêtement. L'histoire est pour lui un chemin dans la quête de la vérité. Il dit qu'il faut abandonner les idées préconçues et les préjugés devant les documents. Il jouit à cette époque d'une certaine notoriété. On est en 1861, lorsqu'il va participer au congrès de Cherbourg. Il y revendique l'appartenance à la Brie d'un triens au nom de Loco Santo. Il a eu beaucoup de courage puisqu'à l'époque, ce triens était revendiqué par les Normands pour leur lieu saint. Et M. de Ponton-d'Amécourt est donc arrivé du côté de Cherbourg pour défendre l'appartenance à la Brie, c'est-à-dire à la Seine-et-Marne, de ce triens. En l'espèce, toutes les découvertes postérieures lui ont donné raison. Loco Santo est bien le lieu saint de Seine-et-Marne. Donc moi, je note surtout son courage d'aller en Normandie au milieu des savants normands pour leur expliquer qu'ils se trompent et que le triens appartient bien à sa contrée. En 1863, alors que sa collection compte déjà plus de 800 triens, il va en acquérir 443 en une seule fois, la collection de M. Charles Robert, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire de nos prédécesseurs. Les ouvrages qu'a rédigés M. le Vicomte permettent de connaître sa façon de travailler. Il s'attachait à l'étude des types et des croix, au buste des rois et des monétaires, à la forme des lettres et à la qualité de la frappe. Il classait les monnaies par province d'après les styles. Alors oui, elle était mal placée celle-ci, mais ce n'est pas grave. Dans la préface de sa numismatique comparée à la géographie de Grégoire de Tours, M. de Ponton-d'Amécourt l'expose. Il faut, et j'ai le désir de m'y appliquer, coordonner les monnaies d'après les nombreux éléments de critique, empruntés soit à leur épigraphie, soit à leur fabrication, soit à leur caractère artistique et à leur style. Rapprocher les analogies, former des groupes de monuments similaires, les classer dans le temps et dans l'espace, en divisant la durée du temps en périodes et la surface du sol en zones, trouver des lois de propagation et de filiation des types, et enfin faire en sorte qu'à la vue d'un monument nouveau, l'archéologue puisse sans difficulté lui assigner une date, déterminer sa provenance avec une précision presque mathématique, et avoir la satisfaction, quand il ouvrira la carte, de constater immédiatement dans le nom moderne d'une ville ou même d'un humble hameau la transparence du vieux nom restitué par la médaille. Cette méthode, cette méthodologie qu'il employait à l'époque, lorsqu'il a vraiment découvert, j'allais dire, commencé ses études de numismatique mérovingienne, elle est aujourd'hui encore d'actualité de mon point de vue et elle mérite d'être remise un petit peu encore plus sur le devant de la scène parce qu'on s'en rend compte lorsqu'on analyse certaines monnaies mérovingiennes. Seul le style, seule la frappe, seule la manière de procéder des monétaires vont nous permettre assez régulièrement de rattacher cette monnaie à une région, à une ville ou à un monétaire en particulier. Donc, moi, lorsque j'ai commencé la numismatique mérovingienne, je dois bien avouer que
j'ai été frappé par l'actualité de l'analyse de Ponton d'Amécourt et l'actualité de sa manière de procéder. Lorsqu'on lit ses livres, qui sont encore aujourd'hui des véritables références, on se rend compte à quel point il a commis relativement peu d'erreurs, surtout pour l'époque avec les moyens qui étaient les siens. Le vicomte en était persuadé, l'apport de ses études est fondamental pour la connaissance de notre histoire. Il disait « Toutes nos provinces recherchent aujourd'hui leurs origines, avec une louable passion. La numismatique mérovingienne, en leur signalant les lieux qui furent des foyers de leur vie sociale, ne leur offre pas seulement l'élément d'une froide statistique, elle leur présente le cadre même de leur chronique. Plus que le cadre, l'esquisse parfaite, exacte et authentique des traits généraux de leur histoire. Plus encore, l'anatomie des siècles éteints. Et dans notre siècle de scène critique, où l'on sait reconstituer la vie avec les débris de la mort, ranimer pour ainsi dire les ossements et faire parler les fossiles, quelle éloquence n'aura pas cette paléontologie de la France? Cette science nouvelle, selon lui, devait être forcément le lieu privilégié de l'interdisciplinarité. Il disait « Cette science privilégiée est unie en effet par des liens étroits à la géographie, comme elle l'est à l'histoire des peuples, comme elle l'est à l'histoire de l'art, à la mythologie, à l'archéologie, à la paléographie, à la philologie et à l'économie politique. Et ce n'est pas un faible attrait pour celui qui le cultive, c'est qu'elle est loin d'avoir dit son dernier mot. La terre lui conserve et offre sans cesse à nos investigations des sujets de féconde observation, des documents que ni l'invasion des barbares, ni la guerre, ni l'incendie n'ont su anéantir. Une monnaie tirée des cendres ou des ruines, c'est une date, c'est une page d'histoire inédite, c'est quelquefois un volume de faits sauvés de l'oubli. » C'est une vision extrêmement poétique, tirée du 19e siècle, de ce qu'est la numismatique. Mais je pense que ça nous fait à tous du bien aussi de nous rappeler pourquoi on est passionné par la numismatique et ce qu'on peut tirer d'un homme comme Ponton d'Amécourt dans sa manière d'aborder cette matière. Donc tout à l'heure, j'en parlais très très rapidement. Son seul grand défaut, que j'excuse bien volontiers en ce qui me concerne, c'était de tenter à tout prix de rattacher des noms de monétaires à des noms d'illustres personnages issus des œuvres de Grégoire de Tours. Un personnage en particulier va le passionner dans ses différentes publications, c'est le monétaire Abon, maître de Saint-Éloi. Monsieur d'Amécourt poursuit dans cette voie et proposera des assimilations de noms de monétaires à ceux de personnages connus de l'histoire. Ce fut là l'une des plus grandes discussions polies qu'il aura avec Monsieur de Barthélemy, qui refuse ces conjectures. Il ira jusqu'à même refuser celle qui prouverait que Saint-Éloi a signé des monnaies de Dagobert à Paris et à Marseille. À ce sujet, ils se battirent avec leur ami, enfin ils se battirent par texte interposé, et ce sera certainement l'une des dernières discussions un petit peu animées qu'ils auront ensemble, en tout cas suite à cet épisode de dispute avec son ami de Barthélemy, Monsieur de Barthélemy, pardon. Il évitera par la suite de trop s'avancer, on va le dire comme ça. Donc, il a défendu son point de vue, malgré tout, en reconnaissant qu'il puisse être faux sur certains points, mais pas sur l'ensemble. En l'espèce, aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les Triens, au nom d'Eligius, sont bien de Saint-Éloi, et donc c'est bien Monsieur de Ponton d'Amécourt qui avait raison. On en vient à l'année 1864. Fort de sa collection et de son expérience, il publia donc en 1864 une de ses œuvres majeures, un essai sur la numismatique mérovingienne comparée à la géographie de Grégoire de Tours, sous forme de lettre à M. Alfred Jacob. C'est le premier véritable ouvrage critique traitant d'un ensemble de monnaies mérovingiennes, et malgré les modifications postérieures qui seront apportées par le vicomte lui-même, Engel et Serrure, dans le répertoire des sources imprimées de la numismatique française, qui a été publié en 1889, qualifient cet ouvrage de « livre classique de la numismatique de la première race ». Je tiens à la disposition des membres qui sont présents sur cette table l'exemplaire personnel de Ponton d'Amécourt avec ses annotations et ses corrections. Et je ne suis pas peu fier de le compter dans ma bibliothèque. Pour chaque nom de localité dans cet ouvrage, Monsieur le Vicomte a opté pour une méthodologie indispensable.
Il dit, je cite, « Je précise ces diverses formes, selon Grégoire de Tours et Frédéguer, suivant les anciens auteurs, suivant les monnaies mérovingiennes, et enfin, je discute dans un commentaire le parti qu'on peut tirer de ces rapprochements et la valeur des attributions. Pour éviter au lecteur toute recherche inutile et toute perte de temps, j'ai attaché le plus grand soin à lui offrir en 5 tables différentes le résumé méthodique ou alphabétique de tout ce que contient mon travail. » Émile Caron dira de son travail « Son œuvre est si considérable qu'un résumé chronologique serait imparfait à en faire comprendre la portée. Tantôt, il abordait d'ensemble l'étude d'une cité ou d'une province, tantôt, il publiait quelques monnaies locales, rectifiant une lacune ou renonçait de lui-même à une attribution. Tantôt, il étudiait un type particulier ou reprenait une de ses anciennes formules pour l'appuyer d'arguments nouveaux. » Dans toutes les publications de M. d'Amécourt, c'est ça qui est assez impressionnant de mon point de vue. Il y a à la fois des œuvres fondamentales et extrêmement fouillées, recherchées, et à la fois des articles, j'allais dire, de tous les jours, dans lesquels il présentait une nouvelle attribution, il corrigeait, il présentait une monnaie par-ci, par-là. Et ça explique aussi la relative complexité de retrouver dans les pages des différentes sociétés savantes de l'époque la totalité de ces publications. Donc là, je vous ai présenté sa première publication d'envergure. Je n'aurai pas le temps de m'arrêter sur la totalité de ses ouvrages, bien entendu, mais je voudrais quand même dire quelques mots de son dernier ouvrage. Sa dernière publication, celle-ci que je vous présente, est la seule de ses études importantes qui n'a pas été publiée dans le bulletin de la Société française de numismatique. Monnaie mérovingienne du Gévaudan, qui a été rédigée avec M. Moret de Préviala et qui a été publiée dans la revue historique et archéologique du Maine en l'année 1883. Cette étude lui vaudra une part du prix du Chalet, qui est un prix de numismatique qui était décerné par l'Institut. Et cette année-là, il partagera ce prix avec son ami et vice-président, M. Caron, qui a été récompensé pour son travail sur les monnaies féodales françaises. Donc ce prix, cette année-là, a été partagé entre 2 ouvrages d'importance, les monnaies mérovingiennes du Gévaudan de Ponton d'Amécourt et les monnaies féodales françaises de M. Caron. Alors, l'héritage que va laisser de Ponton d'Amécourt dans nos études et pour la France passe par un moment relativement complexe pour lui, puisqu'il va devoir prendre une décision relativement déchirante, qui va être de se séparer d'une partie de sa collection. Alors, dans un premier temps, bien entendu, il va conserver toutes ses monnaies mérovingiennes, mais il va décider de vendre toutes ses autres collections, toutes les différentes monnaies des autres périodes. Monsieur Chabouillet, qui était conservateur du département des médailles, fera remarquer quelques années après: entraîné par un zèle patriotique, M. d'Amécourt se détacha graduellement de la première de ses collections, alors qu'à la vérité, elle était déjà renommée de toute l'Europe savante. Il se livra avec toutes ses ressources à l'accroissement de la seconde, à laquelle il consacra non seulement son argent, mais ses veilles studieuses. Enfin, de plus en plus passionné par ses sous et tiers-dessous mérovingiens et dévoré de l'ardeur d'enrichir cette intéressante série, il se résolut aussi à vendre ses oreilles de l'Empire romain afin d'être plus en situation encore d'enrichir sa collection mérovingienne. À l'époque, le conservateur du musée de Berlin avait proposé au vicomte de lui acheter, à des conditions extrêmement avantageuses, cette collection qu'il désirait voir arriver en Allemagne. Il s'est heurté à un refus patriotique et définitif du vicomte. Dès que la nouvelle de la vente d'une partie de la collection d'Amécourt est tombée, les journaux s'en sont emparés. Le journal L'Écho de la Brie, donc son journal local de Seine-et-Marne, a titré « Un deuil archéologique ». La vente a eu lieu à l'hôtel Drouot du 26 au 30 avril 1887 et ce sont 1206 monnaies qui ont été proposées. Les 3 premiers jours de la semaine ont été consacrés à la vente des monnaies romaines, dont plusieurs seront acquises par la Bibliothèque nationale. Une lutte s'est engagée entre la Bibliothèque nationale et le musée de Berlin, autour de la seule monnaie d'or connue du règne de Gordien d'Afrique à l'époque,
qui a finalement été adjugé à la Bibliothèque nationale pour 6 720 francs. C'est la monnaie que je vous montre en image. Le jeudi, les monnaies gauloises ont été mises en vente. Ne voulant pas qu'elles partent à l'étranger, elles non plus, monsieur le baron de Witt, ou de Witt, je ne sais pas comment on prononce, a fait don de toutes les monnaies qu'il a achetées à la Bibliothèque nationale pour un montant de plus de 10 000 francs. Le vendredi, c'était le tour des monnaies de la tétrarchie et de la famille de Constantin, et le samedi, le tour des monnaies byzantines. Le cabinet de France a obtenu pour 10 800 francs une pièce unique frappée à l'effigie de Constantin Ier, et c'est le chiffre le plus élevé qui ait été obtenu en vente publique pour une monnaie d'or romaine ou byzantine à l'époque. C'est ce que je vous présente une fois encore en photo. Ce sont des monuments qui sont conservés aujourd'hui, toujours très jalousement, en France, et je remercie les personnes grâce à qui j'ai pu avoir accès à ces clichés. Avec cette vente qui a rapporté plus de 350 000 francs d'époque, c'est une partie de lui-même que le vicomte a vu disparaître. Il lui reste heureusement sa chère collection d'études composée à l'époque de 2185 pièces d'or, d'argent et de bronze, anglo-saxonnes, lombardes, ostrogoths, wisigothes, vandales, suèves et surtout mérovingiennes. Cette dernière série, la série mérovingienne, comptant 1956 monnaies, la plupart en or, à l'exception de 200 en argent et d'une vingtaine en bronze. À cette époque, le cabinet de France, pour comparaison, n'en contenait que 1100. Monsieur d'Amécourt se préoccupe bien entendu du sort de sa collection, et son fils, Henri, devenu officier entre-temps, ne peut s'en occuper. Il est résolu à faire entrer sa collection au cabinet des médailles. Durant la maladie qu'il enleva à notre monde, le conservateur du département des médailles a entretenu l'administrateur du devoir impérieux de sauver ces monuments et de les garder en France. Ce souhait du vicomte sera respecté et à son décès, son fils Henri autorisa la Bibliothèque nationale à acquérir toutes les pièces qu'elle désirait pour compléter sa collection avant que ces monnaies ne soient mises en vente. Les experts ont retenu 1131 monnaies de la collection d'Amécourt pour rejoindre les trésors nationaux. Ces 1131 monnaies faisaient défaut à la collection du cabinet. Le cabinet des médailles à l'époque disait « Les monnaies portant le nom des rois mérovingiens sont extrêmement rares. Ce n'est que tout à fait exceptionnellement que les souverains de la première race ont fait graver leur nom sur le numéraire qui avait cours dans le royaume. Or, nous trouvons dans la collection qui nous occupe plusieurs monnaies royales d'une grande importance historique et qui sont arrangées parmi les plus anciens monuments de notre histoire nationale. Il convient de rapprocher des monnaies royales celles qui ont été émises par l'atelier du palais et qui portent la légende In Palacio. Une des plus remarquables est celle avec la légende In Palacio Escola Eligi. On a vu dans le mot escola la désignation de l'école du palais, c'est-à-dire l'ensemble des jeunes que le roi appelait autour de lui pour les faire instruire. Éligi n'est autre qu'Eligius Saint-Éloi. Nous regardons comme très important un denier qui présente à la fois le nom de la ville de Rennes et la légende Ratchis Ficci, car il prouve que le fisc faisait frapper des monnaies en dehors du palais et que peut-être il y avait des officines plus spécifiquement destinées au monnayage des lingots du trésor royal, comme semble encore résulter d'un passage de la vie de Saint-Éloi écrite par Saint-Ouen. Le but du cabinet de France doit être de réunir dans ces cartons des monnaies offrant le plus grand nombre possible de noms de lieux différents. Or, il y a des cités dont le cabinet ne possède pas une seule monnaie mérovingienne. Par exemple, Auxerre, Chartres, Thérouanne, Arras, Saintes. Le monnayage de ces villes est représenté dans la collection d'Amécourt. D'ailleurs, cette collection ne renferme pas moins de 246 monnaies où sont gravés autant de noms de lieux différents qui ne figurent pas encore dans les cartons du cabinet. De même qu'elle avait fait sienne en 1872 la collection gauloise de M. de Saulcy, l'ABN acquiert donc en juillet 1889 la majeure partie de la collection de M. de Ponton d'Amécourt. Le testament du vicomte, malheureusement, qu'il n'aura pas eu le temps de terminer, sera achevé par son ami M. de Belfort,
qui, sur la base de ces notes, publie quelques années après sa mort sa description générale des monnaies mérovingiennes par ordre alphabétique des ateliers, d'après les notes manuscrites du vicomte de Ponton d'Amécourt. C'est un ouvrage colossal en 5 volumes. L'histoire est une drôle d'amante, si je puis m'exprimer ainsi. En effet, cet ouvrage qui a été rédigé, qui a été terminé par Monsieur de Belfort en 1891, quelques années après la mort de Damécourt, porte bien en son titre que cet ouvrage a été rédigé sur la base des notes manuscrites de Ponton d'Amécourt, mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, en 2021, on parle encore du Belfort, puisque c'est Belfort qui en est l'auteur. Je trouverais dommage qu'on oublie que c'est bien de Ponton d'Amécourt qui en a commencé la rédaction. Ça aurait dû être son plus bel et son plus gros ouvrage. Ça aurait dû être son testament. Nous l'avons finalement, mais voilà, j'aimerais qu'on rende à César ce qui lui appartient. Merci, Monsieur de Belfort, de l'avoir terminé. Mais désormais, je m'exprimerai avec mes collègues en parlant plutôt du Belfort d'Amécourt que du Belfort seul. J'aimerais très simplement conclure, et c'est super, je suis dans les temps, en citant Monsieur le Vicomte de Ponton d'Amécourt une dernière fois, en le remerciant ad patres pour tous les travaux qu'il a réalisés et en priant chaque numismate qui écoute cette petite conférence ou qui lira les ouvrages du Vicomte de bien prendre en compte cette ultime citation qui résume si bien nos nombreuses heures passées à ces études. Il disait « Nos monnaies sont plus que des fragments d'inscription, plus qu'un itinéraire. C'est un ample recueil de documents originaux. C'est une géographie historique et illustrée des temps mérovingiens. C'est une œuvre plus détaillée que celle de Strabon, de Pline ou de Ptolémée. Un livre dont les lettres d'or n'ont pas subi d'interpolation, dont les vignettes, signées par des artistes tels que Saint-Éloi, respirent ce pur parfum d'archéologie. Cette couleur locale bien capable de séduire les esprits d'élite qui sont avides d'étudier l'histoire dans ses sources et l'art dans son expression la plus naïve. Si j'étais assez heureux pour faire entendre cette bonne nouvelle à tous les hommes d'études et de savoir, si je pouvais attirer sur ces rares et précieux monuments des temps primitifs de notre histoire leur attention malheureusement égarée dans d'autres courants, ma joie d'en être le révélateur suffirait à me consoler de n'en pouvoir être que l'interprète inhabile. Et pour terminer, je vous conseille la lecture d'un livre que je vous ai ramené ici en présentiel, le livre de Michel Bardon sur lequel je me suis beaucoup appuyé, Un précurseur oublié, Gustave de Ponton d'Amécourt. Elle en fait une biographie qui est bien plus dense et bien plus intéressante que celle que je viens de vous proposer. Et je vous remercie. Ce n'est rien. Présentation très intéressante. On a découvert énormément de choses sur les vicomtes qu'on a dit. Je constate que le cabinet des médailles avait des moyens à l'époque. Ah, le cabinet des médailles à l'époque avait sacrément des moyens. Et juste en rachetant les monnaies à Damécourt, ils ont doublé, voire plus que doublé, la totalité des monuments numismatiques mérovingiens. Voilà. Et aujourd'hui, lorsqu'on les consulte, moi, ça me touche toujours de me dire que ce sont des monnaies de Ponton d'Amécourt. Donc, ben voilà, de pouvoir les toucher. Donc, c'est vrai qu'une heure, c'est extrêmement court, in fine, pour présenter la vie d'un homme tel que lui. J'ai dû passer très, très rapidement sur les différents aspects de sa vie. Néanmoins, toute sa passion pour l'aéronautique est passionnante. Ses rapports avec Jules Verne, la création de l'hélicoptère, à chaque fois que vous emploierez les mots aviateur et hélicoptère, vous pourrez penser à Monsieur de Ponton d'Amécourt. Voilà, c'est un homme tel qu'on n'en fait plus aujourd'hui, et le lire est toujours un véritable bonheur. Voilà. Alors, on me reproche souvent, dans mes études mérovingiennes, de trop m'attacher à ce qui a été fait au 19e, parce qu'aujourd'hui, on a évolué, etc. Mais je pense que c'est quand même une base qui est absolument indispensable pour pouvoir travailler aujourd'hui sur ce sujet. Ça reste une base. Si vous n'avez pas fait ces travaux, on serait peut-être pas là aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Absolument. Absolument. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Sur Internet? D'abord, félicitations. Merci.
Merci. Cet exposé qui est tout à fait remarquable et qui nous fait redire qu'on a des cours beaucoup trop compliquées. Et parce que vous avez dit, à savoir que non seulement il a été un très grand savant, à la fois numismate et archéologue, parce qu'on dit beaucoup, mais les meilleurs numismates du XIXe siècle étaient tous des archéologues, que ce soit de Soucy, Pierre-Charles Robert, que vous avez cité, bien entendu Adrien de Hautperrier. Ils passaient tous par l'archéologie et ils avaient constamment de l'un à l'autre le mauvais exemple du pur numismate. Il nous a montré que la numismatique, par le c'est pour d'avant. Et on nous dit une chose, c'est que la création de la société française de numismatique a effectivement répondu à ce besoin à un moment donné où la revue avait pratiquement 30 ans d'existence, mais tout passait par la revue et il n'y avait rien d'autre. Et sinon, des ouvrages, effectivement, c'était Finon, c'était Poédavant, c'était des gens comme ça. Et il est apparu nécessaire de créer une société qui soit réellement une société savante. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la société française de numismatique, pendant plusieurs années, a, disons, englobé d'autres spécialités. Parce que, quand on a des cours estimés que pour être d'excellents numismates, il fallait également avoir d'autres connaissances. Être de bons archéologues. La société française, c'est vraiment son œuvre. Il y a mis son temps, il y a mis son énergie, il a donné beaucoup d'argent. Ce que l'on oublie d'ailleurs, à l'époque, il était fort riche, et il a reçu pendant des années la société française dans son hôtel particulier, où se tenaient les réunions de la société, naturellement, totalement aux frais du vicomte. Il a également généreusement financé l'annuaire. L'annuaire a été excellent. Il a été publié de 1866 à 1896, date à laquelle il a fusionné avec la revue numismatique. Et sur ces 30 ans, on n'a que 20 numéros pour une raison simple, c'est que la guerre de 70 a fait des ravages énormes, aussi bien dans l'annuaire que dans la revue. Et l'annuaire, là aussi, certains institutionnels le regardent de haut, parce que la Société française de numismatique avait été fondée essentiellement par des collectionneurs érudits, qui étaient très majoritaires. Et on retrouvait ces collectionneurs érudits parmi les auteurs d'articles de l'annuaire. Bon, Émile Caron est un de ceux-là, par exemple. Et puis, au XXe siècle, certains institutionnels prétentieux, issus de l'université ou de certains musées, voire du cabinet des médailles, ont regardé de haut l'annuaire en disant que c'était normal avec la revue, puisque les deux publications faisaient double emploi. Ce qui était totalement faux et qui prouve d'ailleurs qu'il n'avait lu ni l'un ni l'autre, tout simplement. Mais c'était courant. Bon. Et donc, pour tourner mes cours pendant une trentaine d'années, de 1865 à sa mort en 1888, il a vraiment tenu à bout de bras la société française et il a donné à la société française, qui, encore une fois, était composée essentiellement de collectionneurs,
une dimension scientifique qu'elle n'aurait jamais eue autrement et qu'elle a eu très vite dans sa vie, alors que même à la revue numismatique, il a fallu attendre plusieurs années après la création par Cartier de l'associé, pour que cette dimension scientifique s'impose. À la société française, c'est vous tout de suite. Les choses ont bien changé, puisqu'aujourd'hui, les collectionneurs ont été totalement évincés de la direction de la société française et de la revue numismatique. C'est l'évolution des choses. Et donc, l'apport scientifique de cet homme a été absolument énorme. Mais, comme vous l'avez dit, malheureusement, il est mort un peu trop tôt. Et c'est Auguste de Belfort qui a publié toutes ses recherches sur les données mérovingiennes. Il faut rendre à César ce qui est à César. Si je prends l'exemple de Pierre Robert et de ses études sur les jeunesse, son ouvrage a été terminé par la serrure, mais on l'a quand même rendu à Pierre-Charles Robert. On ne l'a pas donné à Raymond Serrure. Et je pense que là, il faut rendre justice à Ponton d'Amécourt. J'ai encore 2 ou 3 remarques courtes à faire. La première concerne la Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne a vraiment été un vivier de grands numismates. Bon, d'abord, il y a son étendue, elle représente 50% de la superficie de la région d'Île-de-France. Mais c'est surtout une région qui, pendant longtemps, reste extrêmement rurale, avec beaucoup de châteaux, et notamment des châteaux importants. Et Ponton d'Amécourt était maire de Tréport, mais il avait à côté à Meaux un très grand municipal de Melbois, qui était Adrien de Montpellier. Absolument. Et les 2 hommes se connaissaient parfaitement, ils sont tout à fait contemporains. Absolument. Et il faut savoir que Adrien de Montpellier, membre de l'Institut, Félix de Saucy, Félicien de Saucy, qu'on appelle Félix, membre de l'Institut également, sont venus à la Société française de numismatique. Et quand il a fallu faire repartir la Société française après la guerre de 70, de Saucy, tout académicien qui était ancien sénateur de l'Empire, couvert de titres, d'honneur, etc., a naturellement accepté la présidence d'honneur de la Société française de numismatique. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, pour résumer l'aspect Seine-et-Marnais, il faut savoir que on retrouve chez les Seine-et-Marnais beaucoup de lots importants de la numismatique et beaucoup de collectionneurs importants. L'une des plus grandes collections de la réalité, c'est la collection d'Assis de Meaux, vendue en 1869, qui a été une collection extraordinaire. Je vais terminer par une petite remarque moins agréable. Il se trouve que, par relation personnelle, je connais la comtesse d'Amécourt, Ponton d'Amécourt de Lourdes, qui est une charmante jeune femme allemande, épouse du comte Ponton d'Amécourt, qui est un grand ami personnel de mon successeur à l'Assemblée nationale. Et que dans ces conditions, je vais régulièrement voir mon successeur, j'ai rencontré plusieurs fois la comtesse Ponton d'Amécourt, que nous avons évoqué tout cela, et je dois dire que malheureusement, tant pour elle que pour son mari, l'apport scientifique, numismatique de leur ancêtre était aujourd'hui totalement méconnu. Alors, c'est la note triste dans laquelle je vais terminer, et je pourrais le souhaiter qu'ils soient conscients de ce que leur ancêtre a apporté à la science historique, à l'archéologie et à la science numismatique. Merci beaucoup. Pour compléter simplement, j'ai beaucoup échangé avec Yves de Ponton d'Amécourt, qui est aussi donc, un descendant de Gustave, et qui malheureusement ne pouvait pas être là ce soir. Donc je ne sais pas s'il est connecté. Ah, il s'est connecté? Bon, ben, bon. Si, il est là.
Eh bien, bon, donc, il a levé la main. Voilà. Alors, je ne sais pas comment puis-je donner la parole. Il doit juste ouvrir son micro, c'est bon. Je pense que vous m'entendez. On vous entend. Bonjour Yves. Bonjour Eric. Merci alors, en tout cas beaucoup pour cet exposé. J'ai découvert des tas de choses. Vous m'entendez ou pas? Oui, je vous entends. Je n'ai pas très bien entendu les choses qui ont été dites dans la salle. Pour vous résumer la chose, c'est Monsieur Charlet qui connaît Madame la vicomtesse de Pontour-d'Amécourt, comtesse, pardon, d'origine allemande, je ne sais pas de laquelle il s'agit, et qui se désolait que ce patrimoine numismatique de sa famille ne soit pas connu. En fait, si c'est une comtesse, ce n'est pas une descendante de Gustave. Ah voilà, c'est ça. Si c'est une comtesse, Voilà. Ce n'est pas une descendante de Gustave. Puisqu'en fait, Gustave était dans la branche cadette, donc vicomte, et donc il a très peu de descendants, en fait. On est quelques-uns simplement, et la branche des comtes, qui est beaucoup plus nombreuse, ne descend pas de Gustave. Ce sont des collatéraux. Elle descend en fait, du grand-père de Gustave. Très bien. Voilà. Maintenant, je voulais vous remercier beaucoup, vous dire que j'ai découvert beaucoup de choses ce soir, et qu'en fait, on en découvre toujours sur Gustave. Moi, je me suis intéressé très tôt à ses travaux sur l'aéronautique, sur l'aviation, sur l'hélicoptère. J'ai découvert les travaux de numismatique à travers l'ouvrage de Michel Bardon. J'ai acheté quelques livres, notamment sur la monnaie mérovingienne de la région du Mans, du Cenomenicum. Je me souviens de sa démonstration sur la monnaie frappée à Noyen-sur-Sarthe que Grégoire de Tours pensait frapper à Noyon, dans l'Oise. Et donc, j'ai pu vivre, en vous écoutant, revivre ces souvenirs-là. Et puis, je voudrais vous dire que récemment, j'ai encore découvert une autre passion de Gustave d'Amécourt, puisque moi, j'étais maire de mon village en Gironde, et j'avais signé un jumelage avec une commune du Liban, dans la vallée sainte du Liban. Et quand je me suis rendu à Hatchit, j'ai rencontré l'évêque des chrétiens maronites qui s'appelle Monseigneur Gemayel, qui est en poste à Paris, mais qui s'était rendu au Liban pour nous accueillir. Et il me dit, mais Ponton-d'Amécourt, ça me dit quelque chose. Et puis je l'ai revu une fois à Bordeaux, il me dit, mais Ponton-d'Amécourt, ça me dit quelque chose. Et puis je l'ai revu une troisième fois, il me dit, mais Ponton-d'Amécourt, ça me dit quelque chose. Alors je dis, Monseigneur, maintenant il va falloir me dire pourquoi ça vous dit quelque chose. Et donc il a lancé des recherches, et il se trouve qu'il a trouvé que Gustave de Ponton-d'Amécourt était secrétaire général de l'association Saint-Louis des Maronites à Paris. D'accord. Alors, comme on vous entend assez bas, je vais dire à voix haute pour la salle. Donc, Monsieur de Ponton-d'Amécourt, que nous avons en ligne, a découvert en fait que Gustave de Ponton-d'Amécourt était secrétaire général, c'est ça, de l'association. Secrétaire général de l'association Saint-Louis des Maronites, donc très Saint-Louis engagé. Des Maronites au Liban. Voilà. Donc, c'est un homme plein de surprises, dirais-je. Je n'ai pas eu le temps de discuter, bien entendu, de ses points de vue politiques ou religieux, mais voilà, c'était un royaliste traditionnel, légitimiste et un catholique convaincu. Alors, on a une question de Philippe Chiesser dans la salle. Oui. C'est pas une question, c'est aussi dans l'art que déjà, c'est l'admiration du travail de Ponton-d'Amécourt. Donc, j'ai souvenir de son travail de filiation des mérovingiennes, qui est une base de réflexion sur la catholicisme. Qui n'est pas forcément plus connu de lui, mais et qui est vraiment un avis fondamental pour les deniers mérovingiens, dont je découvre qu'il n'avait pas tant que ça de deniers. C'est spécialiste de l'or. Absolument, il n'en avait qu'environ 200 des deniers. Et je vous rappelle qu'à l'époque. C'est vrai. C'est ça. Pour continuer la discussion, il faut se souvenir qu'au XIXe siècle, on en était à un point de se demander s'il y avait vraiment eu des monnaies d'argent mérovingiennes frappées, si simplement ce n'était pas une détérioration juste du titre de l'or. Ce n'est que là, dernièrement, dans les 50 dernières années, que des deniers mérovingiens font énormément leur apparition sur le marché, qu'on en découvre de plus en plus. Il suffit de voir la collection de Ponton-d'Amécourt pour comprendre qu'il ne collectionnait pas forcément que l'or. Il achetait toutes les monnaies mérovingiennes qui sortaient. Et à l'époque, le ratio entre or et argent était complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, des deniers mérovingiens, on en a, d'ailleurs Philippe, vous êtes spécialisé, enfin,
vous faites plus particulièrement les monnaies d'argent. On en a des quantités de voilà, sinon plus. Mais il s'intéresse à l'art du 19e. Je serais curieux, par contre, de savoir quelle Oui. la vingtaine de bronze qu'il a. On Eh ben, on en rediscutera sur la vingtaine de bronze. En tout cas, juste pour rebondir sur, puisqu'on a la chance d'avoir Yves de Ponton-d'Amécourt avec nous, par rapport à ce que disait M. Charlet, moi j'ai souvenir d'avoir rencontré vos filles, Yves, qui m'ont dit que c'est à leurs 18 ans, elles ont reçu l'intégrale des œuvres de Ponton-d'Amécourt en numismatique ou quelque chose comme ça. Non, pas l'intégrale des œuvres, mais à chacun de mes enfants, j'ai offert le livre de Michel Bardon. Ah, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, j'ai entretenu avec Michel Bardon des relations épistolaires fréquentes. Et à chacune de nos naissances, elle m'envoyait un livre dédicacé au nom des enfants que nous avons eus. On a eu 6 enfants. Et donc, pour leurs 18 ans, je leur ai donné à chacun le livre de Michel Bardon. Et puis, voilà, on essaye d'entretenir la mémoire. Il se trouve que Gustave avait un fils, Henri, hein, puisqu'il a eu un fils qui s'appelait Alfred, mais qui est décédé très jeune. Et sa fille Marie aussi. Et Henri est mort à la guerre de 14-18. Donc, il y a peut-être là aussi une explication à la non-transmission de la mémoire. Absolument. Récemment, il y a eu une exposition Nadar au Grand Palais. Oui. Et à cette occasion-là, parce qu'on a un site internet, nous, on est viticulteurs, mais on a essayé de développer un peu l'histoire de la famille. On parle de Gustave sur ce site internet. Donc, quand les gens font des recherches Google, ils tombent assez vite sur notre site et ils peuvent communiquer. J'ai eu un appel d'un ingénieur de l'Institut national de la propriété industrielle qui avait découvert à l'occasion de l'exposition Nadar qu'il y avait eu cette invention de l'hélicoptère et qui a fait des recherches dans les archives de l'INPI et qui m'a envoyé une copie du brevet de l'hélicoptère et de la chaudière, parce que pour inventer l'hélicoptère, Gustave avait aussi inventé une chaudière un peu révolutionnaire en aluminium. C'était la première application de l'aluminium dans l'aéronautique, puisque l'aéronautique n'existait pas. Et il m'a envoyé aussi le brevet, parce que le fils de Gustave, Henri, était photographe. Peut-être avait-il été initié à la photographie par Nadar, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a quelques photos qui sont au musée d'Orsay. Et il avait inventé un appareil photo pour prendre les objets en mouvement. Donc, c'est une famille d'inventeurs, de chercheurs, de gens qui s'intéressent à tout. Et Gustave, dans ses ouvrages, a des citations très intéressantes, moi, que j'ai utilisées souvent en tant qu'élu local, sur l'intérêt de l'archéologie, sur l'intérêt de s'intéresser au moindre détail, au moindre hameau, à la moindre maison, qui est à chaque fois un livre d'histoire en soi, quoi. Donc, voilà, vous pouvez vous rassurer. Nous autres numismates, et moi je veille au grain, on continue à utiliser les travaux de Ponton-d'Amécourt. Et c'est d'ailleurs, je trouve, extraordinaire, 150 ans après, de se dire que les intuitions qu'il avait avec les moyens qu'il avait à l'époque, toutes ces publications sont aujourd'hui encore d'actualité. Quand on prend le Belfort, c'est aujourd'hui encore une base de travail pour nous qui est extraordinaire. Alors, j'ai une autre question dans la salle, Maxime? Non, c'est juste une remarque. Impressionnant. Imaginez que vous avez ces retranscriptions sont très peu remises en question. Effectivement, on s'imagine, on se rend compte qu'il y avait un réseau sur un maillage territorial qui est assez dense pour avoir des retours de terrain. Ce qui est alors, il participe d'un phénomène où on fait des corpus qu'on a sur le noir et en même temps c'est une charge de travail quand même. Mais ce qui est assez agréable, c'est qu'il est ouvert à la discussion, il est assez humble sur ces hypothèses. Il part du principe, du postulat que jusqu'à preuve du contraire, c'est une hypothèse qui peut fonctionner. Et d'ailleurs, il est comme petit, d'une manière assez je dirais, dans la zone qui m'intéresse, à savoir la Rhône-Alpes, du coup, les féodales et les romains, bien le terrain, pour lui rappeler justement que
Et contrairement à certains de ses professeurs dans le MAC il est beaucoup moins qualifié. Et justement, à la discussion, il faut faire pour avancer les connaissances, c'est un petit peu ce que certains ont dit à faire. C'est une connaissance. Si je pouvais faire un tout petit parallèle de désolation, et le mot n'est pas trop fort, aujourd'hui, on est contacté par diverses personnes pour identifier des monnaies mérovingiennes. Voilà. Et les gens ne s'intéressent clairement pas à l'histoire, ni à la raison, ni au pourquoi, ni au comment. On passe parfois des journées entières à analyser une monnaie, à leur expliquer pourquoi il faut analyser telle lettre dans tel sens, etc. Moi, je me désole aujourd'hui de voir que des gens qui possèdent de telles monnaies sont d'une incompétence crasse et ne veulent pas développer leurs compétences et historiques et numismatiques. Quand je lis Ponton d'Amécourt qui appelle de ses voeux tout le monde a participé, etc. Et personne n'est plus bête qu'un autre et tout le monde devrait pouvoir s'intéresser à ça et émettre des hypothèses et ne serait-ce qu'avoir l'humilité d'essayer de comprendre ce qu'il a entre les mains. Moi, ça me désole, voilà, tout simplement. Alors, ça me fait du bien de relire des auteurs comme ça qui mettent en parallèle l'histoire, l'archéologie, la philologie, etc., la géographie, voilà, pour comprendre. Donc, je fais un appel à tous les collectionneurs qui pourraient écouter ceci. Intéressez-vous à l'histoire, faites pas que collectionner, ça n'a aucun sens. Voilà. Non, mais voilà, ça va dans ce mouvement de perte. Ouais. Bon. Absolument, absolument. Mais on parle, moi, ce qui m'éclatera, enfin, pardon, je ne devrais pas dire ce qui m'éclatera, mais ce qui me passionne, c'est quand j'ouvre un ouvrage, notamment de Ponton d'Amécourt, il vous dit d'ailleurs, comme disait Pline l'Ancien, deux points, ouvrez les guillemets, vous avez la citation soit en latin, soit en grec, il n'y a pas la traduction, parce qu'à l'époque, bien entendu, les gens qui lisaient cet ouvrage connaissaient. Et je me sens d'une bêtise achevée aujourd'hui à lire ça et à dire, bah, attends, il faut que j'aille traduire ça, parce que je n'ai pas la compétence qu'ils avaient à l'époque. Alors, j'ai moins de temps, j'ai moins de moyens, voilà, mais c'est quand même... c'est que... Ah oui, on a c'est vrai, on a d'autres. Mais si je pouvais échanger, j'échangerais volontiers. Ah, pardon. Oui, je ne sais pas qui a levé la main, Marie-Laure Le Brasidec, je vous écoute. Oui, merci pour votre présentation. Moi, ça m'a permis je ne suis pas une spécialiste des monnaies mérovingiennes, de mieux connaître le personnage et je vous en remercie. Et alors moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si vous avez pu, ou ce qu'on connaît d'archives du vicomte, si vous avez pu avoir accès à des archives particulières qui vous permettent d'éclairer ces recherches. Alors, la majorité... Ah, super. Voilà, maintenant, j'ai votre... Je vous vois. La majorité des informations tirées sont tirées et de ces livres et de quelques ouvrages que j'ai la chance d'avoir en bibliothèque qui étaient les ouvrages de la collection Ponton d'Amécourt, avec ses annotations aussi, etc., etc. Pour le reste, sur les archives familiales, clairement, je n'ai pas eu le temps. On en avait parlé avec Yves d'Amécourt, savoir s'il y avait des cartons non encore ouverts ou non encore élucidés. Et je pense qu'il pourra nous apporter la réponse. Est-ce que vous avez encore, par hasard, des cartons d'archives dans lesquels on pourrait venir fouiller pour trouver des écrits inédits ou autres? En fait, moi, je pense que s'il y a des archives, elles sont chez les d'Amécourt qui habitent en Haute-Marne, à Signéville, puisque l'épouse de Gustave s'appelait Dumont-Signéville. Nous, notre branche habite dans une maison dans la Sarthe qui vient du mariage de son fils avec mademoiselle Duhamel de Breuil. Donc, en fait, les archives familiales, elles sont, à mon avis, plus à Signéville. D'ailleurs, donc c'est Henri et Chantal de Ponton d'Amécourt et leurs enfants. Ben, c'est là, d'ailleurs, que Michel Bardon c'est auprès de ces personnes-là que Michel Bardon a retrouvé des archives qu'elle met dans son livre, notamment des photos de Gustave, de sa famille. Bah ça peut valoir le coup que je prenne le temps justement d'y aller
pour voir s'il ne resterait pas des articles non publiés, des débuts de travaux, des gravures qu'on ne connaîtrait pas, etc. Après, les normes Je pourrais vous donner les coordonnées de Stéphane, qui est mon contemporain et qui habite en région parisienne. Peut-être que vous pourrez, avec lui, voir s'il y a possibilité de… Avec grand plaisir. Après, l'énorme avantage qu'on a, c'est que la collection Ponton d'Amécourt est relativement bien documentée et connue, puisque aujourd'hui, ça représente une bonne part quand même des collections mérovingiennes du cabinet des médailles. Donc, après ça, il y a aussi tout ce qu'avait trouvé Michel Bardon pour écrire son livre. Oui. Et elle a fait don de toutes ses archives à la commune de Trilleport. Ah, eh ben, donc, c'est Jean-Michel Morer, qui est le maire de Trilleport et qui éventuellement peut vous donner accès aux archives de la commune de Trilleport, sachant qu'à Trilleport, il n'y a plus de maison puisque Henri d'Amécourt avait vendu le château et qu'ensuite il a brûlé. Mais par contre, il y a les archives de Michel Bardon qui, à mon avis, sont assez conséquentes parce qu'elle est à la fois seine-et-marnaise, membre elle est décédée aujourd'hui, mais elle était membre des sociétés de numismatique de Seine-et-Marne et d'archéologie et elle a donné toutes ses archives à la commune. Eh ben, il faudra que je trouve le temps d'aller en Seine-et-Marne pour fouiller tout ça. Mais ça voilà, d'autres pistes de recherche, et notamment, ce qui serait intéressant de voir, c'est s'il y a de la correspondance et les échanges qu'il avait avec les autres numismates de son temps. Ça pourrait être vraiment très intéressant. Ça pourrait faire l'objet d'une publication intéressante. Je sais qu'il existe donc des courriers, comme j'en ai parlé rapidement avec Heinrich Schliemann notamment, alors qu'il était sur le terrain en train de découvrir Troyes. Mais après, oui, je pense qu'il doit y avoir des archives à dépouiller. Il faudra que je prenne le temps de le faire. Mais si je le fais, je vous promets une publication quelque part avec des photos de ces différents échanges, si la famille me le permet. Alors, ce que j'ai moi aussi, c'est un ouvrage en 6 volumes qui a été écrit par les descendants de la famille Colette de Baudicourt. La maman de Gustave était une Colette de Baudicourt. Monsieur de Colette de Baudicourt était maire du 12e arrondissement, ce qui est l'actuel 7e arrondissement de Paris. Et la ville de la propriété de Trilleport vient des Colettes de Baudicourt. Et donc, il y a des copies de lettres, mais c'est plutôt des copies de lettres qui parlent de la politique, de la venue de Napoléon III à Trilleport, du débat entre les légitimistes, les orléanistes mais pas grand-chose sur la monnaie. Oui, Monsieur Schmitt. Bonsoir à tous. Donc, pour vous signaler au niveau des archives aussi que vous avez eu donc dans les papiers peut-être l'aphorie qui sont déposés au cabinet des médailles, il y a peut-être des choses concernant Ponton d'Amécourt, parce que l'aphorie a beaucoup travaillé, et qu'aux archives, normalement, dans les archives du cabinet des médailles, dans les archives manuscrites, il y a normalement un dossier Ponton d'Amécourt, qui était très important en tant que premier président, et vous retrouvez toute la bibliographie, soit dans la revue numismatique de 1965 pour le centenaire, soit de 1986 pour le 150e anniversaire de la société. D'autre part, je voulais vous signaler, alors donc moi je suis plutôt romain, donc antiquisant, la collection Ponton d'Amécourt pour les monnaies romaines encore aujourd'hui, et aujourd'hui les monnaies de Ponton d'Amécourt continuent de passer en vente. Celles qui ont été vendues donc en 1887 ont une continuité et souvent on retrouve dans les catalogues modernes, avec une forte et moult descriptions, toutes ces monnaies, qu'elles soient romaines ou byzantines, se retrouvent encore aujourd'hui dans des très grandes ventes aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne ou ailleurs. Et enfin, je voulais signaler, et là c'est plus personnel, puisque moi j'habite la Queue-en-Brie, c'est en Brie, donc en Val-de-Marne, mais aux limites de la Seine-et-Marne, que Henri Roire était aussi un ami, et Henri Roire était un inventeur. Il était peintre, il était maire de la Queue-en-Brie jusqu'à sa mort en 1913. Il était lié aux familles de Renan, il était lié à la famille de Paul Valéry, de Berthe Morisot, de Manet. Et il a correspondu normalement avec Ponton d'Amécourt, justement parce que c'était lui aussi un inventeur et qu'il travaillait sur les listes. Donc, ils ont été certainement en correspondance à plusieurs reprises sur plusieurs de ces sujets. Et il était aussi, faisant partie de cette chaîne de maires, limite à l'époque de ce qu'on appelait la Seine-et-Marne, parce que c'était pas encore, ça appartenait même pas à la Seine-et-Oise, il y avait certainement des liens très très forts. Et comme Ponton d'Amécourt a été maire de Trilleport, ça peut aussi être intéressant à ce niveau-là. Juste voilà, une question, Laurent, comme tu es spécialiste en monnaie romaine, est-ce que le pédigré collection Ponton d'Amécourt sur les monnaies romaines fait qu'elles obtiennent des prix plus élevés que d'autres? Oui, énorme. Énorme. Ah, oui.
La plus-value aujourd'hui sur des pièces qui viennent de la collection, il y a 3 grandes collections qui ont été vendues pratiquement en même temps. Il y a la collection du vicomte de Quelen, qui est vendue en 1888, l'année de la mort de Fontaine-Amécourt, et la collection de Montagu, Henri Montagu, comte de Montagu, donc en anglais cette fois-ci, vendue en 1896. C'est les 3 très grandes collections pour le 19e siècle. Alors, il y en a d'autres, hein, avant et après, mais ces 3-là, et en plus ce sont les premières, là on a un spécialiste parmi nous qui est Dominique Collard, ancien président, c'est les premières ventes où il y a des photos, en plus en France. Donc toute la collection de Ponton-d'Amécourt a eu la chance d'avoir une couverture photographique. On doit avoir une quarantaine ou une cinquantaine de planches sur les 1200 monnaies, donc ce qui est quand même assez énorme pour l'époque et assez exceptionnel. Donc voilà, il y a une vraie plus-value. Voilà, et on peut suivre les monnaies à la trace. Super. Voilà, s'il y a besoin de renseignements, là, pas de problème. J'aimerais bien avoir l'exemplaire à noter de Ponton-d'Amécourt. Enfin, pas de Ponton-d'Amécourt, mais même de Rollin et Ferdinand, parce que Rollin, donc la grande maison qui s'occupait de toutes ces ventes-là à l'époque était la maison Rollin et Ferdinand, hein, donc, qui a survécu jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ça a été une des grandes ventes de l'époque. Très bien. Oui. Alors, il a racheté, donc on me demande quelle était l'origine en fait de toutes les monnaies mérovingiennes de Damécourt et d'où elles provenaient. En fait, à partir du moment où il s'y est intéressé, il a acheté l'intégralité des monnaies mérovingiennes qu'il a vues passer en vente, que ce soit en vente publique, etc. Ensuite, il y avait aussi des colporteurs qui passaient chez lui, sachant très bien son amour de la numismatique, parce qu'il passait dans un petit village, il y a le paysan du coin qui avait trouvé un petit morceau d'or dans son champ. Le colporteur leur achetait 3 francs 6 sous et ensuite ils passaient tous les uns derrière les autres chez les Damécourt pour lui vendre. On en avait discuté, Maxime, une fois aussi, dans le lot de tout ce qu'a racheté le cabinet des médailles. Je ne serais pas surpris qu'il y ait 1 ou 2 fausses d'époque du 19e voilà, qui aient été faites pour tromper et qui se retrouvent aujourd'hui au cabinet des médailles. Bon. Mais voilà, il rachetait tout et après, vu la renommée de sa collection et l'aura qu'il avait, ça arrivait aussi que dans d'autres coins de France, certains savants ou numismates rachètent pour lui des monnaies auprès des paysans locaux, auprès des gens qui les découvraient, pour ensuite lui redonner. Et en tout, c'est 97 collections différentes qu'il a rachetées. On parle de collection à partir du moment où il y a 2 monnaies ensemble. Donc, la plus importante, c'était la collection Pierre-Charles Robert, 447 monnaies d'un coup, mais il a acheté un peu plus de 100 fois des collections de 2 à 10, 20, 30. Dans le lot, il y a certainement des trésors, vu les quantités. Ouais. Non. En fait, dans le lot, il y a certainement des trésors. Maintenant, on n'a pas plus d'informations que ça, malheureusement. Ce qu'on aurait aimé, c'est avoir de sa part peut-être un journal de tous les jours. Aujourd'hui, achat de 15 monnaies trouvées, peut-être dans les archives familiales. Bon, ben, on va croiser les doigts alors. Oui, Maxime? Pardon. Oui. Sont contenus par cette publication où il précise que ça vient du trésor séminaire. En fait, il n'y a pas une publication de trésor. Oui, c'est ça. C'est par l'accumulation des gravures de ces différentes publications et de 2 autres collectionneurs qu'on avait acheté tout chacun que la forêt avait reconstitué le trésor. Et je crois que sur les illustrés de 35 de la collection qu'on avait pour et donc, la forêt comme moi, ça montre qu'il y en a plus. Ça montre, puisqu'on l'a écrit, il y en a plus. Mais au-delà de ce qui était dans la collection sur Ponton-d'Amécourt, il n'a pas publié le présent, mais il a publié sa collection petit à petit. Et donc, par le recueil de l'expérience d'application, donc la réponse est oui, il a racheté des trésors, pas l'intégralité, mais le gros morceau, parce que ce qu'il pouvait, oui. Il y en avait au moins 35 dans sa collection. Oui, juste pour compléter ce qui vient d'être dit, je me rappelle avoir lu justement sur des papiers entre guillemets de famille, il avait fait savoir, en tout cas dans toute la Seine-et-Marne, qu'il rachetait au-dessus du cours de l'or, dans le but de sauver de la destruction et de la fonte au fin fond de la cour de la ferme, toutes les monnaies d'or qui pouvaient être trouvées à l'occasion des travaux de labour, etc. Et... Absolument. Comme on considère qu'il y a 150% d'or, c'est
très intéressant pour le paysans. Absolument. Et donc, en faisant courir ce bruit, en faisant savoir cela, ça lui a permis de récupérer tout ce qu'il y avait à récupérer. Oui, oui, madame? J'ai une question, mais c'est donc pourquoi ils s'intéressaient au monnayage mérovingien? Alors, le monnayage mérovingien, à l'époque, déjà, c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, c'est un monnayage qui est très, très frustre. C'est-à-dire, on est en transition entre l'Empire romain, qui est vraiment flamboyant et qui a décliné au fur et à mesure, et on est avant les Carolingiens. Donc, on est sur différentes étapes. Et vraiment, c'est un monnayage qui est pas simple, parce qu'on parle déjà de monnaies qui font 10 mm, avec des gravures. On est dans du bas latin, transition vers ce que sera le latin médiéval, puis le français, etc. On a des représentations qui sont gravées par des graveurs qui ne savent même plus ce qu'ils gravent, donc les lettres sont inversées dans tous les sens. Donc, ce n'était pas un monnayage qui intéressait les savants. Les savants préféraient s'intéresser à des monnaies qui avaient un peu plus de lustre, plus grandes, plus belles, une plus belle gravure, ou les monnaies antiques, parce qu'on est quand même dans le siècle de l'Antiquité. Et en fait, lorsqu'il était enfant et qu'il a lu l'histoire des francs de Grégoire de Tours, il s'est rendu compte qu'à part l'histoire des francs de Grégoire de Tours et Frédéguer, il n'y avait rien. Enfin, on connaissait très, très peu de choses. Donc, il y a l'abbé Cochet qui a beaucoup travaillé sur les sépultures, sur les céramiques, etc. Et il s'est dit, en fait, la numismatique mérovingienne, il y a tout à faire. Enfin, on a quelques gravures, quelques exemples du XVIIe. Voilà, et ça a été le premier à mettre en place un système organisé de réflexion autour de l'attribution de ces monnaies, de réussir à comprendre que le nom qui est inscrit sur la monnaie, c'est incroyable, mais 1500 ans après, enfin, allez, on va dire 1300 ans après, ça correspond à un petit hameau du fin fond du département là-bas. Parfois même dans les noms des lieux-dits, il arrive à retrouver. Enfin, voilà. Pour lui, c'était un travail d'enquêteur, d'archéologue qui était passionnant. Ah, complètement. Enfin, et vraiment, le travail qu'il a fait, c'est encore aujourd'hui une base. Oui. Il y a eu une disparition d'influence considérable des écrits de Gustave Thierry. Ah oui. Sur les rois mérovingiens. Récit des temps mérovingiens, 4 tomes. Les écrits de Gustave Thierry ont été non seulement lus par tout le monde, mais également totalement admis, répercutés, etc. Pas une certaine mode. Et il est évident que les manières mérovingiennes qui avant cela n'intéressaient strictement personne. Là, on intéressait les savants parce que c'était inconnu. Mais précisément, ces rois mérovingiens, on en parlait. Absolument. Oui, Philippe. Pour les légitimistes, il y avait aussi une approche par rapport aux Germains. Absolument. Que ce soit les mérovingiens ou les carolingiens, une approche liée à la noblesse qui était particulière, avec une approche idéologique. Et le fait qu'ils soient légitimistes et intéressés par la première race, c'est pas du tout accidentel. Pourtant, Delmecourt le disait, hein, il nous faut rendre à nos premiers rois, comment il disait, il nous faut rendre à nos premiers rois le lustre de leur gloire, enfin quelque chose dans ce goût-là. Et ça a d'ailleurs été, sauf erreur de ma part, peut-être le premier à entrevoir le fait qu'on n'a pas de monnaie au nom de Clovis, tout simplement parce que il n'osait pas, enfin on n'en débattra pas, mais voilà. Et ça a été le premier à voir, bah tiens, on va faire aussi une jonction avec les empereurs de l'Empire romain d'Orient. Pourquoi est-ce qu'on a des monnaies mérovingiennes qui portent les titres des empereurs romains d'Orient? À faire tout ce recherche de comprendre les monnaies pseudo-impériales, ensuite les monnaies de monétaire, le passage à l'argent. Enfin, il a tout défriché, tout. Oui, Maxime? Napoléon III s'intéressait aux Gaulois, entre guillemets. Il a inventé l'archéologie gauloise, donc si effectivement, il a beaucoup plus inventé que dans la Absolument. Oui, Maxime? Il y a eu des inductions fabuleuses. Et aussi montre sa conception intellectuelle qui est quand même très scientifique et très architecturée. Je voulais revenir sur d'abord les colporteurs. Effectivement, cette siècle, il y a des gens qui font un petit peu les voyages à droite à gauche qui récupèrent des données qui vont les amener. Il y a une très belle thèse sur Jacobson qui était justement un érudit protestant lyonnais qui a la faveur, enfin, à la défaveur de la révolution musulmane placée en Suisse et qui justement lui fournissait les grands collectionneurs en monnaie romaine.
Donc ça, déjà, c'est aussi un moyen, je pense, encore de dire que ça peut fonctionner. Mais ma question, c'était de savoir, est-ce que tu as retrouvé le montant payé par la bibliothèque nationale, la BN à l'époque. pour la collection de monnaie mérovingienne. J'ai l'info, je ne l'ai pas donné, c'est vrai, dans la conférence. J'ai l'info, je vais te dire une bêtise là, mais j'ai le livre qui est là, je pourrais te la donner juste après. Là. Ah oui, oui. Pardon? Ouais, c'est ça. Ah oui, non, c'est extraordinaire. Et alors, pendant qu'on parle de monnaie, j'ai une autre question. Je profite d'avoir Laurent Schmitt, si tu es toujours là, Laurent. Les deux monnaies d'or que j'ai présentées, elles sont toujours uniques ou pas? Lesquelles? Les deux que tu as présentées qui viennent de CGB? Oui, oui, oui. Alors non, il y avait celle de les monnaies d'or romaines, celle de Gordien l'Africain. Ah, le Gordien l'Africain. Alors, il n'y a toujours qu'un seul exemplaire connu, le Gordien l'Africain. Il n'y a toujours qu'un seul exemplaire connu. Il y a plein de faux, mais il n'y a toujours qu'un exemplaire unique. C'est pareil pour Balbin Pupien. On a 2 exemplaires de Balbin et je crois qu'on a un exemplaire de Pupien. Ok. Ce sont des monnaies exceptionnelles. Hein, et le médaillon de Constantin. Ah, bah lui, il était unique, hein, de toute façon. Ok, super. Donc, c'est toujours unique. C'est toujours unique et le médaillon de Constantin est repris dans la revue numismatique de 1972 de par Pierre Bastien dans un article sur les multiples d'or de Constantin. D'accord. Et on me signale que le médaillon de Constantin, il y a un deuxième exemplaire à la Bibliothèque royale de Belgique. Oui, mais après, ça peut être peut-être, il faut vérifier les variantes, parce qu'il peut y avoir des variantes de légende et tout. Mais normalement, Bastien en 72, sauf s'il y a eu des découvertes depuis, hein, bien sûr, parce qu'il peut toujours y avoir des découvertes depuis ou dans des grandes ventes. Normalement, il me semble bien que le médaillon qui représente en fin de compte la ville de Trèves au Bas-Empire, oui. Hein, c'est la capitale de Constantin à ce moment-là pour la part occidentaliste, est toujours, je crois que c'est l'exemplaire unique, hein, de toute façon. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Laurent. Libérer. Ben, écoutez, on va libérer la salle hein, et laisser la Monnaie de Paris fermer ses portes. Merci à tous pour votre présence, vos questions et on continuera ces discussions quand on aura la chance de pouvoir se revoir tous en présentiel. Merci à tous. Avec grand plaisir. Merci, bonne soirée. Grand plaisir, Merci, bonne soirée à bravo. tous.